informatique. C'est le 4e rendez-vous de l'année. Bon, il sera question d'illusion visuelle, mais ça, je préfère laisser la parole aux spécialistes. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir bravé les grèves et autres. Voilà, j'y suis arrivé. C'était pas gagné au début. Voilà, bonjour, merci d'être là. Donc, je vais vous présenter une série d'illusions visuelles. Ce sont des jeux d'esprit qui sont faits pour surprendre, pour éveiller la curiosité, et qui sont aussi des outils qui sont utilisés par les scientifiques et par tout le monde, par le grand public maintenant que nous sommes tous connectés avec Facebook, etc. Donc c'est des outils qui vont nous permettre de remettre en question quelques idées reçues sur le cerveau. Donc c'est mon cœur de métier. Je suis chercheur au CNRS sur le campus de la Timone, donc à l'Institut des neurosciences de la Timone, l'INT, et qui est une unité du CNRS et de Aix-Marseille Université. Donc c'est juste à côté. Je vais aussi essayer de vous parler un peu par l'intermédiaire de ces illusions visuelles, vous parler un peu de ce qui se pense actuellement des dernières avancées sur les neurosciences, comment on représente une image dans le cerveau, comment cela peut servir pour l'informatique, pour faire les modèles, etc. Voilà. Donc je vais vous... cette présentation à un plan. C'est-à-dire que je vais vous parler progressivement de choses qui me paraissent pour moi de plus en plus complexes, qui montrent juste la représentation de l'espace dans une image, la création de formes, les formes des objets, et enfin de leur intégration dans un temps. Et donc, par contre, au cours de la présentation, qui peut paraître linéaire de cette façon, je vous demande de m'interrompre, parce qu'on a la chance d'être assez proche physiquement dans ce cadre-là, et que c'est l'occasion. Et donc n'hésitez pas à me demander n'importe quoi, à n'importe quel moment, ou de m'interrompre. Je vais aussi faire en sorte que ça soit pas trop linéaire et qu'on puisse revenir en arrière, en avant, au cours de la présentation. Donc l'espace visuel, je vais commencer par cette illusion qui est un indice à sa résolution, qui est une des plus connues, qui s'appelle l'illusion de Ponzo. D'après les illusions, on les noms souvent des scientifiques qui les ont trouvées, et qui même avec des indices on va voir qui sont les lignes rouges, permettent de voir quand même un effet, le premier effet surprenant qui presque définit les illusions visuelles. Donc c'est que ces deux lignes qui sont placées dans un fond qui représente des rails d'un train par exemple, semblent, quand on les regarde et qu'on ne voit pas ces guides rouges, semblent avoir des tailles différentes. Donc je pense que vous serez d'accord pour penser, je vais devoir faire des allers-retours, ce serait ligne de l'écran, ça ne fait jamais. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que dans votre esprit, si vous devez estimer la taille de l'objet qui est en bas par rapport à celui qui est en haut, vous allez dire que celui qui est en bas est plus petit. Si on place ces guides rouges, on voit bien que physiquement sur l'écran, ces lignes-là occupent le même nombre de pixels. On voit d'ailleurs ces pixels. Et donc, en fait, ces barres ont la même taille. Déjà, c'est une illusion visuelle, dans le sens où l'œil est trompé par rapport à ce qui est réel, c'est physique sur l'écran. Et ce que je trouve toujours très surprenant en voyant ces illusions que
vous avez peut-être déjà vu et qui sont déjà quand même des choses très connues, c'est que ça marche toujours. Et que surtout, ça marche toujours, même si on voit le guide et qu'après on revoit l'illusion, c'est même avec l'indice qui donne l'information que ces lignes sont les mêmes, si on les enlève, l'illusion revient. Donc c'est presque ça qui définit l'illusion, c'est pas un tour de magie qu'on va apprendre et après qu'on ne va plus le voir. C'est que il y a quelque chose qui est essentiel dans la construction de l'image, qui fait que, en fait, l'illusion n'est pas une tromperie, c'est le mode normal de réflexion et d'intégration de cette information visuelle, et qui permet de passer du monde réel, qui sont les pixels qui sont affichés sur cet écran, qui représentent un monde apparemment en 3D, vu qui est donné par le contexte de ces rails, et qui dit que dans ce contexte, si on place deux objets, celui qui se trouve au fond se retrouve donc dans un espace en 3 dimensions qui est donc plus loin, et donc dans la reconstruction qui se fait par le système visuel, cet objet-là est donc plus grand que celui qui est proche. Donc c'est un effet qui n'est pas en fait une tromperie, c'est un effet qui est en fait le mode normal de résolution des ambiguïtés dans le système visuel et qui va révéler justement quelque chose de fondamental dans la reconstruction du monde visuel à partir des entrées rétiniennes qui sont figurées par cet écran. Donc cette illusion existe donc sous cette forme-là, c'est celle de Ponzo. Vous avez peut-être pu l'observer, peut-être sans vous en rendre compte, par exemple en regardant la Lune, et que la Lune apparaît souvent être plus grande quand elle est à l'horizon. Mais en fait, elle est légèrement plus grande, paraît-il, par quelques effets de diffraction, etc. Mais c'est vraiment infime par rapport à la taille subjective quand on demande aux personnes de comparer de façon subjective les tailles. Donc, quand le Soleil ou la Lune se rapprochent de l'horizon, on a aussi ce même effet, qui est dû aussi à un effet de contexte. C'est-à-dire que le Soleil se rapprochant de l'horizon, il est comparé à des objets et à une profondeur et paraît plus grand de façon relative par rapport à un objet qui serait la Lune, qui serait au milieu du ciel. Voilà. Donc ça, c'est peut-être juste mon introduction pour définir ce qu'est une illusion, et dans le sens où ça ne va pas être juste une collection de choses qui sont rigolotes et qu'on trouve sur Internet, mais quelque chose de fondamental par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire de savoir comment il marche et comment des fois il ne marche pas dans certaines pathologies neuronales, comme la schizophrénie par exemple. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Ça c'est un autre exemple qui est plus une autre forme des illusions visuelles, qui est son utilisation dans des cadres artistiques. Et donc ici c'est une salle qui paraît bien étrange, puisque c'est des spectateurs qui sont plongés dans cette salle et on a l'impression qu'ils flottent dans le vide. Mais en fait, c'est juste que cette perspective est dessinée sur le sol, et donc cette vue qu'on a à cet instant précis n'est qu'une illusion, dans le sens où si on se déplace, l'alignement entre cette perspective qui est dessinée sur le sol et celle qui est figurée par le reste de la salle n'existe plus. Donc, par rapport à l'illusion qu'on a vue avant, on voit donc qu'il y a aussi un fort effet du contexte. Donc il y a ici, sur l'alignement en particulier, et que ces reconstructions, donc cette reconstruction qu'on fait ici, et qui ne va plus être bonne à un autre endroit,
nous permet de dire qu'une des tâches fondamentales du système visuel, ça va être de reconstruire l'espace. Alors pourquoi reconstruire l'espace pour le système visuel? C'est que le monde autour de nous semble être en 3 dimensions, au moins. Il y a peut-être des physiciens qui vont dire qu'on a encore beaucoup plus, mais notre expérience quotidienne nous révèle qu'on habite dans ce monde en 3 dimensions. Mais par contre, les images que nous pouvons acquérir par notre système visuel, surtout si on ferme un œil, ça sera l'image qui est projetée sur la rétine, qui subit donc des déformations. Donc, par rapport à un appareil photo, ce n'est pas une grille tout à fait linéaire, donc il y a des déformations, etc. Donc il y a une perte d'information et surtout de la 3e dimension, de la vision tridimensionnelle de la profondeur. Une possibilité donc, pour retrouver cette 3e dimension, c'est d'utiliser les 2 yeux et donc à partir des 2 images qui sont légèrement décalées, de reconstruire la 3D. C'est ce que nous faisons implicitement quand on regarde ces images-là, on reconstruit l'aspect tridimensionnel de l'image. Par contre, ce n'est pas une tâche qui est facile de reconstruire la 3e dimension. Et par exemple, moi je suis aveugle pour la vision binoculaire. Et j'ai mis 18 ans pour m'en rendre compte, en faisant les 3 jours à l'armée, en faisant des tests. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on a un strabisme dans sa jeunesse, par exemple. Il y a une période critique qui fait que on acquiert dans les premières années de la vie la capacité à fusionner ces 2 images et à reconstruire les indices qui nous permettent de deviner la 3e dimension. Si on a un dysfonctionnement, par exemple un strabisme fort quand on est jeune, et qu'il n'est pas corrigé avant cette période critique, on n'a pas de fusion binoculaire, et ce qu'on m'a appris c'est ce qui m'a amené à étudier les neurosciences au début, qui a éveillé au début ma curiosité, on apprend que c'est irréversible, c'est trop tard, on ne peut plus rien. Ce qui est remis en question ces derniers temps. Si vous êtes intéressé, on peut en parler. Voilà. Donc, pour résumer, donc, le système visuel est une machinerie qui est donc incluse dans le cerveau, qui va nous permettre de reconstruire un monde qui est cohérent, le monde dans lequel on vit, à partir d'indices qui sont incomplets, c'est-à-dire qu'on voit des images pour caractériser bidimensionnelles et qui vont nous servir à reconstruire des formes tridimensionnelles et de pouvoir interagir avec le monde. Voilà. Des questions jusqu'à maintenant? Donc, on va pouvoir trouver toutes sortes d'illusions qu'on trouve sur Internet, mais je vais plutôt m'attarder sur celle-là, qui est qui est un autre aspect des illusions visuelles. On a vu donc qu'une des composantes importantes était de reconstruire un monde cohérent par rapport à des indices qui sont a priori incomplets dans la rétine. Et aussi, ce qui va être important pour la construction de cet espace, ça va être le fait d'intégrer des informations contextuelles et qui vont nous permettre d'ajuster les informations qu'on va considérer dans l'image. Alors par exemple, là je vais vous demander de regarder cette figure, et de la même façon qu'il était impossible dans Bronzo de ne pas le voir, là c'est relativement clair. Vous allez me dire si vous voyez une des tâches A ou B, laquelle vous voyez la plus sombre et laquelle la plus claire. Alors, est-ce que A est plus sombre que B? Oui. Sombre, on dirait. Et l'inverse, B que A?
Donc, comme vous pouvez vous en douter, en fait, peut-être que vous voyez mieux sur mon écran. Une correction qui est... Voilà. Peut-être que sur cet écran, ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Allez. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Vous le connaissez? Voilà. Donc, grâce à Edward Adelson, on a cette magnifique illusion. Les vidéoprojecteurs font pas totalement justice à cette illusion, mais donc on voit bien que le A apparaît plus sombre que B, alors que si on regarde bien, les deux luminances sont exactement les mêmes. Voilà. Donc ce qui est complètement surprenant, c'est que dans cette illusion, ce scientifique a fait en sorte que dans l'échiquier, où les valeurs sont a priori noires et blanches, l'existence de ce cône d'ombre, qui est donné par le contexte de cet objet solide qui est posé ici, et de cette source de lumière qui viendrait de la droite, fait que en fait, les luminances physiques sont les mêmes, mais que par l'existence de ce contexte, on va vouloir l'intégrer, et donc intégrer cette information pour changer notre perception de la luminance réelle de l'objet. Voilà, donc c'est une expérience qui va marcher, qui est universelle, donc qui va marcher, qui n'a pas besoin qui va marcher dès la plus jeune enfance. J'aurais dû vérifier ce que j'ai dit, parce que je ne sais pas à partir de quel âge on voit cette illusion, mais je pense, a priori, ne pas trop m'avancer, mais pouvoir penser que même les bébés, on peut tester les bébés sur de telles illusions en étudiant leur réflexe de succion quand on leur présente de telles images. Et donc plus ils vont téter, plus on va penser qu'ils sont surpris à utiliser ce genre de réflexe pour les étudier, pour étudier leurs réponses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est universel, donc c'est pas culturel, lié à une forme de langage ou quelque chose, c'est quelque chose qui est de l'ordre du caractère normal du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que quand on va voir une ombre, on va compenser et penser donc que A est donc plus sombre que B. Donc l'influence du contexte sur la luminance des objets. Voilà. Donc ça c'était pour finir. Un autre aspect des illusions visuelles, donc ça c'est plus historique, mais qui va être aussi très illustratif. Donc on a vu qu'il y avait une dépendance, qu'on veut reconstruire les ambiguïtés, qu'on veut intégrer des contextes différents. Et ces illusions peuvent aussi générer des phénomènes que vous allez découvrir tout de suite. Je ne vous donne pas la solution tout de suite. Donc vous pouvez sûrement reconnaître un animal qui semble être, d'après vous, voilà. Et donc, si on balance l'image, vous pouvez voir que l'animal peut être en fait aussi, que ce dessin peut aussi représenter un lapin. Donc est-ce que c'est vraiment une illusion visuelle? C'est surtout peut-être un artifice, une réussite du dessinateur. C'est surtout quelque chose qui nous permet d'illustrer le fait que les processus qui vont nous amener à passer de pixels, qui sont ces petits points qui sont affichés sur l'écran, ou alors les traits sur le papier, ou alors la représentation telle qu'on l'a de l'image sur la rétine, parce que vous
voyez, etc. Cette représentation peut avoir des conséquences qui ne sont pas uniques. Et donc on appelle par exemple ce cas-là un phénomène bistable, parce que mentalement, vous allez pouvoir faire une rotation, j'imagine que vous allez tous y arriver facilement, il y a une rotation mentale de cette image, et voir à la fois le canard, ce qui est le plus simple et le plus évident, et d'un coup on voit le lapin. On voit le canard, on voit le lapin. Il y a eu récemment un bijou pour vous voyez pas le lapin? Je l'ai vu tout à l'heure. Il faut tourner la tête. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de la robe? Il y avait sur Facebook. Ça a commencé par Instagram ou un de ces réseaux sociaux, où donc il y avait quelqu'un qui a posté une image d'une robe en disant vous ne trouvez pas qu'elle est belle, ma robe marron? Et tout le monde a dit mais non, quoi? Des copains ont dit non, elle n'est pas marron, elle est bleue. Non, elle est marron, elle est bleue. Et donc il s'est retrouvé que cette robe-là, qui était une photo en fait qui était assez mal prise, elle était très saturée, mais on voyait bien une robe. Et c'était un délice pour les scientifiques, parce que le grand public avait pris ces illusions, en avait créé une nouvelle, qui est cette robe. Je ne la montre pas là maintenant, mais vous pouvez la trouver facilement. Et qui a engendré un nombre de discussions immenses, qui permet de montrer que on peut passer d'une perception à une autre. Donc la perception, le fait qu'on passe du monde réel, des sensations, à une perception, la perception n'est pas forcément unique. Ici, on peut passer de l'une à l'autre. J'aurais peut-être dû montrer le cube de Necker, peut-être que certaines personnes ont déjà vu cette illusion. Certaines perceptions permettent de voir un objet en tridimensionnel étant soit concave, soit convexe. Donc de voir la profondeur varier en fonction par exemple de l'état dans lequel on se trouve, de penser plus des choses convexes qu'en concaves. Donc ça veut dire que la perception n'est pas unique. On peut avoir différentes perceptions. Ici, souvent, surtout avec l'entraînement, passer de l'un à l'autre. Mais pour le cas de la robe, ce qui était assez surprenant, c'est qu'en plus, dans les discussions qu'il y a eu, il y a beaucoup de scientifiques du champ de la vision ont pris ce problème à cœur, et du coup ont directement commencé à faire des expériences. Il paraît, d'après les résultats préliminaires, ça prend toujours de temps après à publier, que en fait, là il y aurait un effet des individus, que certains voient vraiment la robe bleue, certains voient vraiment la robe marron, et que c'est dur de les faire changer d'avis. Donc c'est là qu'on arrive dans l'ordre où c'est la subjectivité, ça va vraiment changer, et qui m'amène à parler d'une chose qui est très importante, c'est que pour mesurer ça, il va falloir utiliser la démarche scientifique. Et la démarche scientifique, c'est d'utiliser un appareillage qui est précis, des conditions qui sont contrôlées, qui sont répétitives, d'utiliser des méthodes qui vont être appliquées à différentes personnes pour éviter d'avoir un effet juste sur un individu, etc. Donc la méthode scientifique, ça va être quelque chose qui va être très important pour pouvoir mesurer de façon fiable un effet. Donc qui va être par exemple l'effet de savoir si quand on présente cette image à 45 degrés, on va voir plutôt un lapin ou plutôt un canard. Ce qui va être important, c'est que cette méthode scientifique existe depuis est assez récente. Donc on l'appelle la psychophysique. Elle est assez récente parce qu'elle a été introduite surtout par un monsieur qui s'appelle Fechner, c'est à mon avis, et qui est une manière de quantifier quelque chose qui n'a pas de poids et qui n'a pas d'unité de mesure dans les unités standards, qui est l'esprit, psycho. Et donc ça va permettre de mesurer de façon quantitative des réponses des personnes, des réponses subjectives des personnes. Et c'est quelque chose que je trouve totalement magique. Moi je viens d'un background qui est
de l'ingénierie, où tout se mesure en unités standards, et avec des mètres, et des kilos, etc. Et donc, la psychophysique, elle va nous permettre de mesurer ces effets. Donc, je vais y revenir. Donc, là, on avait juste avant le canard et les lapins. Alors là, je vous montre une femme un peu dénudée. Je pense que ça va. Et ce que je vous demande de faire, c'est de voir donc ce mouvement et de me dire si vous voyez la jambe qui est en l'air passer en avant de droite à gauche ou en avant de gauche à droite. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi donc c'est le même principe que tout à l'heure, c'est que la perception n'est pas unique. Donc quand on veut, c'est important quand même de savoir si une personne, même si on a une ambiguïté à cause de l'ombre, on a une ambiguïté, ça peut être important à ce moment-là de savoir si on est jury dans un concours de patinage artistique, c'est très important de savoir si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, le triple axel, etc. Mais par contre, dans ce cas-là, il y a une ambiguïté totale, en fait, parce que par construction de l'image, l'indice de profondeur n'est pas suffisant pour savoir si la jambe passe en avant ou en arrière. Et donc, ici, on va avoir le même principe, c'est qu'on va avoir, en regardant une image, on va avoir deux perceptions possibles, soit on voit dans un sens, soit dans l'autre, mais qu'en plus, ce qui est intéressant par rapport à l'illusion d'avant qui était un peu figée, c'est qu'on va pouvoir, par la force de l'esprit, modifier notre perception pour la faire bouger dans un autre sens. Donc je ne sais pas si vous y arrivez à un moment ou à un autre, c'est que vous arrivez à manipuler votre perception en, par exemple, voilà. Ouais, alors moi je suis nul, j'y arrive pas. Je vous dis ça, mais ça demande un certain entraînement, et après il y a certaines personnes qui ont plus de facilité sur la 3D, plus sur les formes, etc. Sachant que moi j'ai mon problème binoculaire, je ne mets pas les mêmes poids sur différents indices. Et de la même façon, mon cerveau s'est construit pour compenser ça. Et comme je le disais, je m'en suis jamais rendu compte de ma cécité à la binocularité. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile, qui ne va pas être possible chez tout le monde. Mais par contre, des fois on y arrive. On arrive à passer d'une perception à l'autre. Alors il faut surtout se concentrer sur les pieds. Et peut-être un petit mouvement des yeux va vous permettre de passer de l'un à l'autre. Donc, juste pour avancer, ça nous permet surtout de penser que cette perception, qui déjà n'est pas unique, donc une image, on n'est pas un ordinateur. Une image ne produit pas une réponse. Il peut y en avoir plusieurs, il y a des phénomènes d'évitabilité. Que la construction de cette perception met du temps, on le verra plus tard avec un autre exemple, et qu'en plus, on a un droit de regard dessus. C'est-à-dire que le système est fait pour que, de façon consciente, on puisse interagir avec cette perception pour passer, par exemple, ici, de l'un à l'autre. Voilà. Je baisse juste un peu le contrat. Ouais, bon, c'est trop compliqué pour ça. Donc, là c'est encore une fois, au lieu de vous sortir des illusions visuelles classiques qu'on pourrait voir,
Moi, j'ai mis celle que j'aime bien. Et donc, par exemple, ça, c'est juste une image qu'on trouve sur Internet et qui montre juste une feuille qui est tombée par terre. Et je pense que vous pouvez imaginer une forme qui est sur mon écran aussi. On voit très nettement, et du premier coup, un visage féminin qui va sourire, que tout de suite on va anthropomorphiser. Je ne sais pas si ça existe en français, je me permets. Et ce phénomène, vous le voyez tout le temps, depuis que quand on est enfant, on regarde les nuages, on voit des éléphants, souvent des éléphants, des caniches et des papillons, des dragons surtout. Les enfants, on a testé. Et donc on a cette capacité sur n'importe quelle image de toujours se raccrocher à des choses. Regardez si sur le tapis il n'y avait pas quelque chose. Mais le cerveau a aussi horreur du vide. Donc il va toujours vouloir le remplir avec du sens. Et le sens, il va le raccrocher en se basant sur des conjonctions, des images qu'il aura pris qu'il aura en mémoire. Comme cette feuille et sa ressemblance avec des lèvres, et qui vont permettre, à partir d'une sous-partie, de reconstruire l'ensemble, qui va être l'ensemble, tout un visage. Et donc, c'est toute la beauté dans l'art, de pouvoir générer des images, ou des sensations, ou des émotions, qui vont être faites juste avec un trait. Donc c'est les Velázquez. Si vous regardez vraiment des sous-parties de la peinture, c'est des taches qui sont vraiment projetées, on dirait du Jackson Pollock complètement aléatoire. Mais il y a une maîtrise qui permet de suggérer des matériaux très fins, juste par ces peintures presque abstraites. Donc c'est pour ça qu'aussi, c'est pas simplement par snobisme que je pense que l'art a évolué vers des formes aussi abstraites et expérimentales, c'est parce qu'elles nous permettent d'imaginer, de se plonger dans des nouveaux mondes. J'étais dans un collège dans les quartiers nord, ils m'ont dit ça vous permet de nous ambiancer. Ça m'ambiance. Et donc, c'est là que je vais vous parler d'une autre forme d'art, c'est celle qui va nous amener vers la naissance de formes. Donc on a déjà parlé de l'espace, comment l'espace se forme, qu'on peut avoir plusieurs interprétations, après on va essayer de faire du sens. Donc là je reviens encore un peu à ce problème de la perception en 3D. Et donc ça, c'est une photo qui semble être un photomontage. C'est le Grand Palais à Paris. Les coursives, ce qu'on va appeler ça des coursives, donc les allées au bord du Grand Palais. Donc c'était à l'exposition Dynamo qui avait lieu il y a 3 ans, il me semble, peut-être plus, 5 ans. Et donc c'est une œuvre de Varèse qui semble être en fait un photomontage de cet édifice classique sur lequel il semble y avoir une plaque, comme collée sur une plaque de verre. Alors il a appelé 23 cercles évidés plus 16 arcs. Mais en fait, si on s'approche plus près, ce sont des bouts de scotch, du beau scotch. Et que, en fait, ils sont collés sur les différents éléments de l'architecture pour engendrer cette image une fois qu'on est au bon endroit. Donc, encore une fois, comme dans la vision où je vous avais montré cet espace d'ailleurs d'exposition où on avait l'impression que les gens étaient en lévitation. Ici, il faut être exactement au bon endroit et pas à côté, parce qu'autrement, on n'a pas l'impression de voir une synchronie.
pour voir émerger cette forme. Et cette forme qui est justement à la frontière de l'illusion visuelle, comme peut l'être l'ensemble de l'op art, dont Vasarely est la figure de proue, et donc on se rapproche d'Aix. Ici, on voit l'émergence de cette forme à partir de bouts qui sont collés sur l'architecture, comme je vous l'ai dit, qui sort et qui est donc une illusion dans le sens où on sait pertinemment que ces bouts sont collés sur l'architecture, on est prévenu, mais donc je l'ai vu personnellement. Quand on regarde cette œuvre, on a vraiment l'impression de voir quelque chose d'immatériel, puisqu'il est impossible. C'est comme un objet impossible qui apparaît en avant, comme ça. On sait qu'il peut pas être en avant, parce qu'autrement ça veut dire qu'il serait en train de flotter. On ne sait pas vraiment où il est. C'est vraiment aussi une illusion bistable, parce qu'on ne sait pas vraiment où placer cet objet. Et donc c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Tout ça pour dire que donc la forme va être créée par les petits bouts, et donc c'est l'assemblage de toutes ces formes qui va petit à petit donner l'émergence d'une forme globale et qui va être structurée. Je vous montre une autre figure. Est-ce que c'est vraiment une illusion? C'est encore une question. Donc cette illusion s'appelle l'illusion de l'aquarelle, qui est le fait que, est-ce que vous pouvez me dire si vous trouvez ce blanc différent de ce blanc? Est-ce qu'il a plutôt une teinte? S'il a une teinte, il serait plutôt de quelle couleur? Est-ce qu'il n'est pas bien gris? Plutôt jaune. Alors qu'ici, on a une teinte qui est plutôt bleue. Donc, et en fait, ces blancs-là sont tous les mêmes. C'est juste que par effet de contraste, déjà, entre le bleu et le jaune, mais aussi par une genre de remplissage qui se fait dans l'espace visuel. Ce jaune-là a tendance à couler dans l'espace qui est vide, comme de l'aquarelle, et à remplir cet espace et à faire en sorte que notre système visuel va l'interpréter de façon à ce que cette couleur apparaît légèrement plus jaune que celle qui est en dehors. C'est aussi quelque chose qui apparaît dans cette taille qui est finie, qui est assez petite, mais on voit que ça marche moins bien avec l'espace qui est ouvert. Donc il y a beaucoup de variantes. Si vous cherchez, donc en anglais ça va être watercolor illusion. Si vous cherchez des exemples, il y en a des milliards de possibilités, savoir si c'est ouvert, si c'est fermé, si on peut faire des choses qui se s'imbriquent, etc. Et ce que je trouve aussi surprenant, c'est, je ne sais pas si vous avez cette impression aussi de voir la 3D aussi remonter, qui est donc encore une construction. C'est-à-dire que à partir de ces indices locaux, on a une genre de propagation de l'information à l'intérieur de la figure, et qu'en plus on a l'impression qu'elle sort du lot. Donc c'est vraiment encore un processus dont on peut montrer qu'il est progressif, qui se construit, c'est-à-dire que c'est nos neurones qui construisent cette perception-là à partir de ces éléments, et pour arriver du coup à une perception. Donc, j'espère qu'on va voir ça avec le contraste du projecteur. Il me semble que c'est plutôt bien. Voilà, donc là, on va maintenant voir j'ai 3-4 illusions qui vont un peu choquer vos yeux, mais qui sont instructives à mon avis. Donc ici, j'imagine que
et c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir, ça devrait se... Il faudrait le vérifier, mais je pense que c'est encore une illusion de caractère universel, dans le sens où on a vraiment l'impression de voir un échiquier, mais qui est complètement distordu. Alors qu'en fait, si on regarde chacun des carrés, il est le même par rapport aux autres. Donc il y a vraiment une distorsion qui est liée à ces petits indices locaux, qui en fait introduisent une distorsion locale de l'espace qui génère par leurs alignements cette distorsion globale où on voit des genres d'alignements. Et dans les suites, alors vraiment sur mon écran j'ai l'impression de le voir vraiment plus fort. Voilà. Voilà. Voilà une autre exemple de ce même principe. Et donc là, ça va être encore une fois l'interaction entre ces petits carrés qui, malgré le fait qu'ils soient disposés sur des cercles qui sont concentriques, même si on le sait, on ne peut pas s'empêcher de voir des spirales. Et qu'en fonction des mouvements des yeux qu'on va faire sur cette image, ces spirales vont des fois partir avec des mouvements. Il y a des fois des phénomènes de contraction. Là, c'est à vous de me dire ce que vous voyez. Mais il y a vraiment une variété de phénomènes qu'on voit dans cette illusion, dans cette figure-là. Donc, encore une fois, c'est une illusion, mais ce n'est pas une illusion dans le sens où vous n'êtes pas trompé. C'est vraiment ce que votre cerveau voit. Et il a, en fait, une des interprétations possibles de cette illusion, c'est que les indices locaux suggèrent à l'œil que les mouvements qui sont ici, alors qu'ils devraient être alignés, s'ils étaient alignés, ils devraient retrouver ils devraient avoir une expansion sous forme d'une spirale, mais en fait, ils suivent cette ligne. Donc il y a vraiment un conflit au niveau des différents indices, et c'est comme ça que les gens l'expliquent. Voilà. Donc encore un peu la même version, ça c'est donc l'illusion de Pina, et d'après un gars qui s'appelle Pina, bien sûr, et qui permet de voir un peu la même chose. L'avantage de celle-là par rapport à la précédente, normalement, mais moi j'ai pas l'impression de le voir sur l'écran, peut-être que sur mon écran on le voit mieux. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut voir? Essayez de balayer les yeux un petit peu sur l'écran. Ouais, ça va. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Ça va sûrement mieux marcher avec celle-là, parce que là, on est vraiment à contraste maximum. Donc, celle-là s'appelle l'illusion de Ushi, du nom d'un graphiste qu'il a découvert mais qu'il n'a pas étudié. Et en fait, on ne savait pas qui était ce Ushi. Il avait créé un livre. Et il y a juste une personne qui l'avait vu et qui avait vraiment vu un effet très fort. Et donc, là, je vous demande de le deviner, cet effet. Je vais essayer de voir si moi aussi je le vois. Parce que c'est facile. Donc, quelque chose qui marche pour vous aider à le voir, c'est de faire un réflexe vestibulo-oculomoteur que vous faites à longueur de journée, qui est si vous regardez dans le miroir et que vous regardez, est-ce que je suis bien rasé, c'est le réflexe c'est voilà, le VOS, qui est quelque chose de complètement réflexe, on ne peut presque pas l'éviter. C'est ce qui nous permet de garder les yeux fixes pendant qu'on fait un mouvement de la tête. Donc c'est comme si c'était un cardan qu'il y avait dans
qui vraiment fait bouger les yeux en même temps. Donc, si vous faites ce réflexe, ça introduit quand même des petites variations de l'œil qui vous amènent peut-être à voir... Est-ce que vous voyez l'effet? Un chevauchement, c'est tué, quoi. On a l'impression d'être tué. Celle du bas, oui, le chevauché, c'est dans le cercle. Ah ouais. Alors ça serait l'origine. Ça, c'est l'origine. C'est peut-être une des hypothèses. Alors, j'aime bien cette illusion parce qu'en fait, elle n'a pas d'explication jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a personne n'est vraiment sûr de la raison pour laquelle on devrait voir l'effet que vous ne voyez peut-être pas encore totalement. L'effet est que si on fait si on regarde l'image fixement, on voit juste ces quadrillages et le disque qui donne en fait une rotation. C'est comme s'il y avait un quadrillage, qu'il y avait un disque qui était découpé et qui était tourné à 90 degrés. Ce qu'on voit très nettement quand on fait des mouvements, c'est que, pour moi, donc subjectivement, ce disque a l'air de bouger, de glisser comme ça un très court instant. Il a l'air de bouger, mais dès qu'on essaie de rattraper ce mouvement des yeux, ce mouvement disparaît. Donc on a cette impression très dérangeante d'avoir l'impression de voir quelque chose bouger. Donc cette image ne bouge pas. Et donc là on a vraiment un phénomène de segmentation, genre que le cerveau c'est... le cerveau, il ne sait rien, mais le cerveau, par ses mécanismes, intègre les informations pour deviner qu'une forme est devant l'autre, mais il est confronté à des ambiguïtés qui sont dues, là je vous donne un peu la solution, à ces bords, qui fait qu'il va avoir des conflits et voir des fois les images comme ça montées. Donc récemment, ils ont retrouvé la trace de ce monsieur Ushi, qui était très content d'avoir une illusion à son nom. Il n'était pas au courant. Un japonais. Et donc, il nous permet de montrer un peu encore une nouvelle facette sur les mouvements, sur la construction des formes. Donc, que l'œil va essayer toujours de deviner les formes pour résoudre des ambiguïtés. C'est-à-dire que là, on a beaucoup d'informations et qu'on va essayer d'extraire une information qui est très simple, c'est qu'il y a un objet qui est au centre de l'image. Donc, pour résumer cette partie, on a des mécanismes donc, dans l'esprit qui nous permettent de reconstruire la forme des objets. Mais ces mécanismes sont relativement peu connus. Il y a des modèles mathématiques qui existent. Donc il y a quelque chose qui est très connu maintenant qui s'appelle le deep learning. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une technique assez récente qui est connue pour avoir été la première intelligence artificielle à battre le champion de jeu de Go. Donc sur tous les problèmes qui existaient de jeux, de stratégie, etc. Les échecs c'était bon, le backgammon c'était depuis longtemps, etc. Il restait le jeu de Go qui a une capacité, une richesse combinatoire énorme. Et donc, très récemment, il y a un programme artificiel qui a été créé et qui a permis à cette société DeepMind, qui est financée par Google, de battre le joueur de Go. Donc c'était le dernier problème ouvert. Mais par contre, quelque chose qui est surprenant, c'est que il n'existe pas de logiciel qui permette de résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire de savoir pourquoi on va percevoir des illusions optiques de la même façon. Aussi, donc ça c'est plus comme une blague, c'est que il y a des contraintes qui sont liées au cerveau, que
que des ordinateurs n'arrivent toujours pas à résoudre. Et donc, en particulier, si on compare Lee Sedol, qui était le maître incontesté du Go, qui se retrouvait à être confronté à DeepMind et qui s'est pris qui a perdu 3-1, donc c'est une grosse déception. Donc l'algorithme AlphaGo contre Lee Sedol, donc lui, il avait juste un cerveau et un café, alors que AlphaGo c'est 1200 CPU, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1200 fois mon ordi, des GPU, c'est encore des genres de machines qui calculent. Tout ça, c'était à peu près 1 mégawatt de consommation et plus de 100 scientifiques. Et à peu près un téraoctet de données qui étaient analysées. Donc on est encore loin d'arriver à égaler la puissance du cerveau en termes de capacité. Et aussi une autre remarque, c'est que donc le grand maître du Go s'est fait battre à ce jeu. Mais par contre, si on demande à DeepMind de créer un ordinateur qui va prendre les pièces et qui va pouvoir les dépasser, un enfant de 6 ans, il y arrive, mais aucun programme de recherche n'existe encore qui peut réussir à faire un ordinateur qui puisse contrôler un robot, qui va prendre les pièces et qui va de façon adaptative pouvoir les déplacer. On voit toujours des démos de robots qui savent jouer au ping-pong ou des robots qui peuvent courir. Mais si le robot qui fait du ping-pong, on lui demande de courir, il va tomber. Voilà. Donc tout ça pour finir avec une j'ai déjà duré pas mal de temps. Je vais vous épuiser. Moins 10. Allez, encore. Alors là, l'image a bronzé. Est très saturée. Donc là, j'imagine, je vais juste vous parler rapidement d'une thématique qui est plus proche de ma thématique de recherche directe, qui est celle de comprendre comment le temps est utilisé dans le cerveau. Donc, il n'y a pas de meilleur exemple qu'un joueur de tennis pour ça. Et en particulier, Joe Wilfried Tsonga, donc là j'imagine que c'est à Wimbledon, qui est en train d'essayer de réussir à rattraper cette balle qui va sûrement très vite et qui va lui permettre peut-être de gagner le match. Donc, on a l'impression, en regardant, et ça va être, pour moi c'est une illusion visuelle, c'est qu'on a l'impression que Joe Wilfried est en train de regarder la balle. Mais en fait, on va simplifier le système visuel, par exemple, en considérant que le système a une caméra, une grosse machine qui va traiter l'information, et après, cette machine va avoir un effecteur qui va lui permettre de transmettre ces informations pour faire le mouvement. Ces mouvements prennent du temps. Donc, par exemple, pour le système visuel, à n'importe quelle stimulation, il va nous falloir au minimum 100 millisecondes. Peut-être les mouvements les plus rapides sont les mouvements des yeux, parce que les yeux, justement, sont faits pour être très légers, très rapides. Tout cela est câblé de façon le plus optimisée possible. On est à 80 millisecondes, 60 millisecondes chez les singes, peut-être. Donc, chez nous, 80 millisecondes, c'est vraiment les mouvements les plus rapides. En moyenne, on est à 120 pour les mouvements, pour la classe de mouvements les plus rapides qui sont les saccades. Mais donc, il existe ce délai. Donc, si on intègre ce délai, une formule, c'est vraiment un problème de... Normalement, il devrait y avoir une image, donc vous voyez là. Mais c'est juste que j'ai simplifié mon... En fait c'est pas mal. Hop. Ouais, je suis pas très bon à l'envers. Donc, disons que ça, c'est l'œil qui regarde une balle. Mais en fait, si on pense qu'il y a eu un petit délai qui est de 50 millisecondes et que la balle bouge à 20 mètres secondes, ce qui est assez réaliste pour une balle de tennis,
20 mètres par seconde multiplié par 50 millisecondes, ça fait 1 mètre. Donc ça veut dire que quand un joueur de tennis essaie de rattraper une balle qui va à 20 mètres secondes, ce qui est assez réaliste, c'est une belle balle d'attaque, juste le temps que l'information passe de la rétine à son cerveau, elle a bougé de 1 mètre. Donc, c'est là que je vais vous demander un petit effort de concentration, parce que c'est pour moi une vraie illusion, alors que c'est une photo que personne ne trouve que c'est une illusion, mais pour moi c'est une illusion. C'est-à-dire que Joe Wilfried Tsonga est en train de regarder une balle qui en fait est là. Parce que le moment où il regarde là, l'image qui lui arrive au cerveau, comme elle est en retard, l'image qu'il voit, vous voyez, la balle elle a bougé ici. Donc l'image qu'il voit, c'est celle qui est de la balle qui était là. Donc en fait, il regarde la balle qui est là. Voilà. Donc ce qui est assez surprenant, c'est qu'il regarde cette balle, mais qu'en plus, quand on est programmé pour gagner des matchs. Quoi, surtout, il a plus d'entraînement que nous, que moi en tout cas. Et donc ce qu'il veut faire, c'est réussir son coup. Donc mettre la raquette à l'endroit où la balle va être au moment où il fait l'action. Parce que quand il va voir cette image, quand le cerveau va voir, c'est une figure de... le cerveau ne voit pas, il a l'information. Donc quand le cerveau va avoir cette information, il va enclencher une action, mais en fait, la balle qui est importante pour l'action, c'est-à-dire pour gagner le match, elle est déjà ici. Parce qu'elle va être elle va passer du passé, qui est celui qui est présent maintenant, au présent qui est présent, et au présent qui est futur. Donc, on voit tout dans le présent, on n'existe que dans le présent. Nos mémoires n'existent que dans le présent. Elles sont inscrites dans l'ensemble de toutes nos connexions neuronales, mais elles n'existent qu'à l'instant présent. C'est-à-dire que il n'y a pas dans le cerveau, à ma connaissance, d'endroit où il y a un petit livre qui va permettre de dire je vais pouvoir revenir sur cette histoire, etc. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe est dans le présent, est inscrit dans l'ensemble du réseau routier ultra complexe qui est tracé par les connexions neuronales. Et donc, quand on pense à la place du temps dans le traitement des neuronales, il faut vraiment sortir du cadre habituel auquel on est habitué, de voir l'écoulement du temps. On a toujours l'impression de voir le temps comme un écoulement avec une flèche, etc. Mais en fait, ce qui n'existe, c'est que la flèche, c'est que le présent et son évolution. Voilà. Donc les neurosciences. Là, je suis en train de vous dire que le temps n'existe pas et qu'il n'y a que le présent qui existe. C'est juste une remarque. Donc, pour étudier ça, on a une illusion qui marche très bien normalement. Espérons qu'elle va marcher. Alors, mes collégiens au quartier nord, ils y arrivaient. Hein. Alors, je vous demande de regarder le point vert, de voir qu'il se déplace. Donc ça c'est comme Joe Wilfried qui essaie de voir la balle qu'il va attraper et de me dire où est placé le point vert au moment où le flash rouge apparaît. Je vous laisse regarder plusieurs fois, je verrai comme ça en profiter pour voir si je le vois. Ça dépend toujours des projecteurs, mais encore là, c'est quelque chose qui est assez universel comme illusion. Et du coup, qui vote à gauche, à droite, au centre. Ouais, voilà. Donc, on voit légèrement à droite.
Et si on fait des tests donc de psychophysique, c'est-à-dire c'est la science qui permet de mesurer la subjectivité, c'est-à-dire qu'on fait, quand on veut faire ça en laboratoire, on montre, déjà on montre pas ce truc-là, et donc on montre ce genre de film, mais on place le point rouge un peu au hasard, et après on demande au sujet de répondre à la même façon. Mais là, je vous ai mis un alignement parfait dans le film. Donc, je ne suis pas allé dans le bon ordre. Donc la plupart d'entre vous ont vu le point être en avant dans son mouvement, donc à droite du point rouge. En fait, si on s'arrête au bon moment, parce que j'y arrive jamais, ça va être très... Non, raté. Croyez-moi, j'ai dessiné le système pour que les deux points soient alignés en fait. Donc normalement on devrait voir un alignement. Je vais y arriver quand même. En fait, hop. En fait il faut que je pense à mon délai. Ah, pas mal. Et le délai de l'ordinateur. Voilà, du coup, en fait il y a 100 frames, 100 images, et là je mets l'image juste avant, l'image au milieu et l'image juste après. Donc c'est juste qu'autrement on n'a pas le temps de voir le flash. Donc le flash apparaît sur trois images, et pendant cette image on a trois successifs. Donc croyez-moi que le suivant est là. C'est juste pour être parfaitement contrôlé. Donc physiquement c'est un alignement parfait. Et je pense que vous serez d'accord qu'on le voyait tous en avant. C'est une illusion visuelle parce qu'il y a ce truc-là, on peut pas ne pas le voir. On le voit en avant. Et en fait, c'est un peu comme pour le cas du tennisman avant. C'est-à-dire que le cerveau va vouloir anticiper. C'est un raccourci. Donc les processus neuronaux vont faire en sorte que, en fait, au lieu de voir juste comme une caméra qui va regarder les images, il va voir l'image qu'il prédit être présente. Donc c'est encore, je vous demande de sortir un peu du cadre habituel de façon de voir les mots prédiction, anticipation, etc. Donc là, c'est une théorie qu'on propose, c'est de dire que le cerveau, en fait, au lieu d'absorber de façon passive les informations, il intègre ces informations et il fait en sorte qu'il va donner à la conscience, à la perception, et donc c'est ce que nous on va reporter quand on va être un sujet, qu'on va dire, on va donner la position de l'objet, il va construire l'image, l'image du monde qu'on se fait de façon interne, pour correspondre au présent. Parce qu'on sait que l'image, quand elle vient, elle est déjà venue en retard. Par exemple, pour le tennisman, il sait qu'il regardait là, mais que l'image était là. On le connaît, ce délai, c'est toujours presque le même. Des fois, on est un petit peu fatigué, peut-être que c'est plus long. Mais ce qui explique les sentiments de déjà-vu aussi, par une variation du délai. Déjà vu, je pense que c'est une échelle de temps qui est beaucoup plus longue. Mais c'est intéressant comme remarque, parce que c'est vrai à une échelle de temps beaucoup plus grande, dans le sens où le cerveau, on ne peut pas l'arrêter, ou alors c'est une mauvaise nouvelle. Et donc il fonctionne tout le temps, et tout ce réseau fonctionne en parallèle à tous les moments, etc. Donc peut-être que ces informations qui se propagent dans le cerveau passent à un moment sur une mémoire qui est activée par sa ressemblance avec une situation réelle ou qui se passe de façon un peu aléatoire, qui donne un accès à cette impression de déjà-vu. C'est des problèmes. Je sais que c'est un problème ouvert, le déjà-vu. On dit que c'est une anticipation du cerveau sur ce qu'on va... Alors par contre, quand je parle d'anticipation, c'est pas de l'anticipation des numéros du loto. Non, bien sûr, mais une anticipation très courte
Ah, ah oui, De ah, cette oui, oui. explication pour Ah, le ouais, sentiment de ah, oui. déjà vu. Oui, maintenant je comprends beaucoup mieux la question, dans le sens où donc le déjà vu, quelque chose qui est bizarre dans cette sensation de déjà vu, donc que j'ai déjà, je pense que si tout le monde l'a déjà ressenti, cette impression de l'avoir, et en plus d'avoir un écoulement, quand on s'en rend compte, elle continue d'arriver. Donc peut-être qu'il y a eu un cheminement qui a enclenché, qui a fait grandir ce sentiment, mais après, le moment où on s'en rend compte, il y a déjà le déroulé donc il y a une anticipation, puisque ça veut dire qu'il faut forcément que ça a été initié. Et donc ça veut dire par contre, c'est une anticipation qui demande à avoir des mémoires. Là, c'est le système visuel, il est plus simple. Si on passe image par image, une caméra image par image, on verra au moment où le truc apparaît, à chaque image. Pile poil aligné, ils sont pile poil alignés. Voilà. Alors que justement avec un déjà vu, c'est ici c'est aussi un cas qui est simplifié à l'extrême parce que ça nous permet de l'étudier expérimentalement. Mais si on avait étudié, il y a beaucoup de variantes de cette illusion dont le nom en français est impossible. Alors du coup on l'appelle le flash lag effect. C'est l'effet du délai, l'effet de l'écart lié à un flash. J'ai jamais trouvé une traduction qui soit à peu près potable. Mais par exemple, si on introduit une occlusion, on va anticiper l'occlusion. On peut introduire une certaine richesse dans ce genre de système. Voilà. Donc pour conclure, ce genre d'anticipation, peut-être donc qui serait lié par exemple au déjà vu, c'est quelque chose qu'on étudie sur le campus de la Timone. Et donc c'est juste pour finir en vous montrant cette illustration qui paraît peut-être un peu technique, mais qui vous montre quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire que, en plus de tout ce qu'on a dit, qui est des fois assez conceptuel et abstrait, de dire les présents, etc., c'est un peu facile de dire des mots comme ça, mais de voir comment les neurones parlent est une composante très importante pour vraiment comprendre comment ça se passe. Et donc là, c'est des enregistrements chez des singes. On fait des expériences sur des singes. Bon, moi, je ne le fais pas directement, mais on utilise des singes. Donc, je vous garantis que c'est fait dans des règles d'éthique qui sont vraiment... moi, j'étais contre, a priori. Et donc, j'ai appris à voir les gens travailler avec ces singes. Et donc, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet d'étudier des choses qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas faire chez les humains. Il est interdit de faire des enregistrements neuronaux chez les humains parce que ça implique de faire une chirurgie qui est d'ouvrir le crâne. Et après, on introduit donc chez ces singes qui sont légèrement anesthésiés pendant la chirurgie et après qui sont réveillés, on introduit une genre d'aiguille, mais je vous rassure, elle est à peu près de la taille d'un millième de cheveu. Donc c'est une aiguille qui passe vraiment dans le cerveau. Le cerveau, c'est une masse qui n'est pas sensible à la douleur. Seulement et vous devez le savoir si vous avez des migraines, c'est seulement le tissu qui le recouvre qui est sensible à la douleur, l'arachné, et tout ce tissu, la dure mère. Mais le cerveau, lui, n'éprouve pas de douleur. C'est pas utile parce que si on a une fracture du crâne, on va mourir assez vite. Donc l'évolution a décidé que c'était pas très utile d'avoir des récepteurs de douleur dans le cerveau. Donc on introduit cette aiguille à peu près 1 mm de profondeur. C'est la surface qu'il y a sur la surface du cerveau. En fait, notre cerveau, et comme celui de la plupart des animaux, a évolué
de façon à ce que, au lieu d'être comme un ordinateur avec la carte graphique ici et des trucs ici, c'est une immense boule dans laquelle tous les neurones sont sur le bord. On appelle ça le cortex, parce que en grec c'est l'écorce. Donc c'est l'écorce, c'est comme pour un arbre, où tout l'intérieur servirait juste à faire les communications entre les neurones à grande distance, et qu'après c'est que la surface qui fait en gros les calculs. C'est pas vraiment des calculs, hein, c'est des neurones, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, et ces neurones qui sont sur le cortex, on y arrive par cette petite... Donc là j'ai représenté une aiguille, et donc là ça devrait être des neurones. Et les neurones, la façon dont ils parlent, c'est un langage que vous parlez tous, sans le savoir, parce que c'est celui qu'il y a dans votre cerveau, et c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des potentiels d'action. Les neurones, de toutes les espèces, à part peut-être un ou deux vers de terre d'Amazonie au fond des trous, presque tous parlent avec des potentiels d'action, c'est-à-dire des brèves impulsions neurochimiques, électrochimiques, qui permettent à l'information de passer d'un neurone à l'autre. Ça a été une grande découverte au début du siècle, de penser que l'information passe par ces petits points, ce que j'ai représenté ici par les petits points. Donc ça c'est en fonction du temps. Et là on voit différentes répétitions d'une même stimulation. Ce que vont nous permettre les expériences, c'est de prendre une barre, donc un écran, comme les illusions visuelles que je vous ai montrées sur l'écran, de le montrer à notre singe, qui est totalement réveillé, qui est sur sa chaise, qui regarde l'écran. Bon, comme pour les expériences de psychophysique, le cerveau aussi est fixé. Pourquoi on fait en sorte qu'il ne bouge pas trop, parce qu'autrement il pourrait se blesser. Il regarde l'écran et on lui montre une barre qui bouge, comme les barres que je vous montrais, ou le point que je vous montrais. Et ce qu'on mesure, c'est ces points. C'est-à-dire que quand la barre traverse ce qu'on appelle le champ récepteur d'un neurone, c'est-à-dire une zone de l'espace visuel, donc dans l'aire primaire visuelle, qui est à peu près ici pour tout le monde, un champ récepteur, c'est pour un neurone qui va être de cette zone, ça va être une zone qui va générer des potentiels d'action de cette façon. Si on montre quelque chose autre part, il n'y a rien qui se passe. Si on montre quelque chose dans ce champ récepteur, alors pour l'aire visuelle primaire, c'est des champs récepteurs qui sont assez petits et qui, quand à peu près proche de l'axe visuel, ça va être la taille de l'ongle. C'est-à-dire la taille du soleil, c'est toujours une bonne mesure, c'est 1 degré. Donc c'est la taille de ce champ récepteur. On montre des barres un peu plus grandes, on les fait passer dedans, on voit apparaître ces potentiels d'action. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est le fait qu'on utilise des singes, que c'est important parce que ça nous permet d'étudier des sujets sains, et aussi, des fois, ils développent des cataractes ou alors des maladies, et que ça va nous permettre de faire avancer nos connaissances dans ces cas-là. Point numéro 2, que les neurones, de façon universelle, parlent ce langage, et que ce langage, personne ne le connaît exactement. On sait juste que, par exemple, quand on met un objet dans une partie du champ visuel, cette aire particulière va émettre des potentiels d'action. On sait que des aires qui sont un peu plus dans ce coin-là, ils vont être sensibles au mouvement. Alors que ici, il y a quelqu'un qui a été très connu pour avoir trouvé le neurone de Jennifer Aniston. C'est-à-dire, c'est un neurone où ils ont réussi à le trouver, et dès qu'ils montraient une photo de Sharon Stone, de trucs, rien ne se passait. Jennifer Aniston, voilà. Alors ils ont trouvé celle de Jason Donovan, de trucs. Mais c'est chez des singes. Voilà. Donc,
Chaque aire va avoir des préférences différentes. Mais là, on est dans l'étage le plus bas. On voit surtout des barres. Avec les répétitions, on voit qu'il y a une répétition, c'est la science. La science, on fait des répétitions pour permettre de voir que l'effet, c'est pas juste parce qu'il y avait un petit coup de vent à ce moment-là. Il y a une certaine variabilité. Vous voyez que c'est pas toujours pareil. Mais ça, c'est une répétition, une autre répétition, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on change la longueur de la barre. Donc, imaginez maintenant son gars qui voit la balle. Est-ce qu'il a vu juste un petit moment ou plus longtemps? Et là, alors que le neurone a accès à un espace dans le champ visuel qui est toujours le même, il va répondre un petit peu avant. Vous voyez, il y a un petit peu plus de tâches à gauche, alors que normalement ça devrait commencer au même endroit, c'est un peu avant. Et quand la trajectoire est encore plus longue, on voit que c'est encore avant. Ça, on le résume en faisant pour chaque couleur, on fait la somme de tous ces petits points, et on voit, c'est ce qu'on appelle le taux de décharge, le nombre de potentiels d'action par seconde. On voit qu'ils ont tous cette forme-là, mais que quand on allonge la durée de la barre, il y a une réponse avant. On allonge la durée de passage ou pas? Quand on allonge la durée de la trajectoire, de la barre, donc la barre, au lieu de commencer à... La trajectoire, ça veut dire. Enfin, la durée de la trajectoire, donc la durée totale, la même vitesse. voilà, les vitesses sont les mêmes. C'est juste que normalement, dans la théorie classique, canonique, qui était récompensée par le prix Nobel donné à Hubel et Wiesel, le champ récepteur, c'est-à-dire l'endroit qui est accessible pour un neurone, est une portion de l'espace, mais il ne va pas changer en fonction du caractère du stimulus. Il voit toujours un petit bout de l'espace. C'est ce qu'on fait dans les programmes de traitement de l'image. On voit toujours la même partie de l'image. Là, c'est une signature, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on essaie d'avancer. C'est une signature de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des phénomènes qui vont s'intégrer pour anticiper la réponse. C'est-à-dire que, est-ce que cette réponse, c'est pas déjà le déjà-vu de la barre qui vient avant C'est le neurone d'à côté qui voyage d'autres parties, qui transmet à ce neurone-là. Justement, c'est ce qu'on pense être à l'œuvre, c'est-à-dire que tous ces neurones sont connectés, donc à la différence d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est en gros un neurone, ou peut-être 4, 5, 6, 8 neurones, qui va très très vite, au gigahertz, alors que le cerveau, c'est des milliards de neurones qui sont relativement lents. Regardez, ils font à peu près 40 potentiels d'action par seconde, à comparer au... Ça, c'est en millisecondes, ici. Et non, mais le taux de décharge de potentiel d'action. Alors que... donc, ils sont assez lents. Mais par contre, ils ont la capacité à pouvoir accéder à une immense confrérie de copains qui sont à côté et qui vont, par une coopération, une compétition et une coopération, se liguer pour donner la meilleure information, pour permettre dans ce qu'on pense être la fonction, anticiper l'action qui va être la meilleure pour représenter l'information visuelle. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner, en plus des illusions d'optique, une idée de la façon dont une illusion d'optique, qui est celle que je vous avais montrée ici, peut guider des résultats qui nous permettent d'avancer sur des modèles que nous implémentons aussi de façon sous forme d'algorithmes de vision par ordinateur qui sont après transférables dans des technologies pour faire de l'anticipation. Et voilà. Merci beaucoup. Les tâches aveugles liées à un trauma crânien pour qui est la destruction de neurones de
On va dire que les neurones qui voient les différentes zones d'un même secteur sont proches. Oui, alors un principe de construction, justement, de cet énorme ballon avec les... Je parle de façon très imagée parce que je ne connais pas le contexte dans lequel vous posez la question, mais un des principes majeurs de construction de ces cartes, en contraste avec un ordinateur où chacun a sa fonction, c'est qu'ils vont s'assembler de façon topologique. Et donc, dans une aire corticale, par exemple, les neurones qui vont représenter des positions proches vont être proches. Après, des neurones qui vont représenter les neurones dans les aires visuelles primaires représentent des bords. Comme par exemple, vous pouvez penser à un peintre, pour représenter une image, va faire des petits coups de pinceau à différentes orientations. Donc de la même façon, les neurones vont représenter l'orientation de ces coups de pinceau. Les orientations qui sont proches ont tendance à être à des endroits qui sont proches. Quand il y a un trauma crânien, en fait, il suffit de voir par exemple qu'on a tous un vide dans notre système visuel qui est le point aveugle, qui est à peu près, si on regarde le point, donc à peu près à 25 degrés, on a un endroit où on ne voit pas. Et c'est normal parce que c'est l'ensemble des câbles qui sortent de la rétine et qui vont dans le nerf optique. Je ne sais pas si je suis assez clair pour tout le monde. Mais donc, l'ensemble de ce câblage fait qu'il n'y a pas possibilité de mettre des récepteurs à cet endroit. Donc, il y a une partie qui est aveugle, qui va être plutôt à cette excentricité-là, donc pour mon œil droit, donc comme ça, où on ne voit pas. Mais par contre, on reconstruit. Et par exemple, si on montre une tapisserie avec des petites fleurs, comme j'ai les grand-mères anglaises, et qu'on demande au sujet qu'est-ce qu'il voit à cet endroit-là, il va voir une fleur. Donc on va reconstruire à cet endroit où il y a une fleur. Dans la DMLA... Même en regardant d'un seul œil. Même en regardant dans un seul œil, c'est vraiment très surprenant que déjà on voit, si on met une ligne, on va voir la continuité de cette ligne, alors que l'image qui est reçue par le cerveau montre une ligne qui est fragmentée, puisqu'à cet endroit, il n'y a pas il n'y a pas d'image, on ne voit rien, mais on sait qu'on ne voit rien. Il y a une grande différence entre voir qu'il n'y a rien et savoir qu'il n'y a rien. Dont la différence est juste que c'est un degré de connaissance par rapport à cette information qui permet de dire que là, on sait qu'il n'y a rien, donc on va reconstruire, et on va reconstruire une ligne, on va reconstruire une texture, etc. C'est aussi le cas dans la DMLA, où il y a une... c'est en plus une pathologie qui peut être difficile à vivre, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez la DMLA, c'est la déficience maculaire liée à l'âge. Pardon ? Dégénérescence maculaire, qu'est-ce que j'ai dit ? De déficience. Ah oui, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc c'est un problème de retraitement des déchets au niveau de la rétine qui fait qu'il y a une accumulation au niveau en plus où on en a le plus besoin, au centre, à la macula, qui est la tache un peu orange que vous voyez dans vos photos d'anniversaire. C'est la réflexion de la petite couche qu'il y a sur cette macula. Cet endroit, s'il se nécrose, on perd la vision à cet endroit et on va perdre le petit degré qui est le plus important parce que c'est celui qui nous permet de lire. Et donc, comme on a cette capacité de s'adapter, au début, on ne va pas voir cette perte de vision. Mais à un moment, il va être tellement grand que ça va tellement nous gêner qu'on va le voir. Et là, ça va être souvent assez tard pour... Il faut le traiter le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il y a dans les abribus des fois des tests qui sont faits et qui sont très efficaces.
Voilà. De... Si vous avez d'autres questions. Et est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites sur la couleur et pas seulement sur le mouvement ou la dimension en fait? Oui, beaucoup. Alors la couleur, c'est aussi c'est une. Cela, on en a vu des illusions visuelles de couleur, le fameux biscuit là, Oui. qu'on trouve là. Mais est-ce que, enfin, ma question plus précisément, c'est est-ce qu'il y a une relation entre une zone du cerveau et du cortex et les couleurs? Alors la réponse va être à plusieurs étages. C'est que alors déjà quand on va à une conférence de vision où il y a plein de scientifiques, etc., tout le monde étudie l'aire primaire visuelle, etc., parce que c'est là où tout le monde s'est rué, et que les connaissances sur la couleur sont toujours très parcellaires. C'est-à-dire que c'est pas comme on ne sait pas comment ça marche les choses primaires, il y a beaucoup de choses qui sont du coup dans des conférences à côté, et donc c'est des mondes qui se connaissent pas forcément. Par exemple, j'ai jamais étudié la couleur de ma vie, alors que c'est un truc essentiel. Et du coup, votre question, c'était de... Ouais, est-ce qu'il y a des zones des correspondances entre les couleurs et... Donc, alors, il y aurait l'aire visuelle primaire qui est un peu le tableau noir, une convergence de toutes les aires visuelles. Et donc, dans le lobe occipital, donc c'est juste pour dire qu'il est à l'arrière, reçoit une convergence de la rétine et aussi des autres aires qui sont supérieures. Il y a une aire, dans cette aire-là, il y a une représentation explicite de la couleur. Donc, comme je vous ai dit qu'il y a des neurones qui codent pour des orientations, des coups de pinceau, il y a des neurones qui codent explicitement pour une couleur ou pour une autre. En fait, des différences de couleurs. Rouge-vert, un peu comme des contrastes de couleurs. Et pas le rouge de la pomme. Ou alors, ils vont le coder par rapport à un contexte. Et donc il y a vraiment déjà une représentation explicite à ce niveau-là. Et après, il y a des débats pour savoir s'il y a une